3 heures après avoir signé les papiers du divorce, j'ai pris un vol pour un autre État avec mes 2 enfants. Pendant ce temps, mon ex-femme et toute la famille de son patron se sont réunis dans une clinique en attendant les résultats ADN, mais la réponse du médecin a brisé leur bonheur avant même qu'ils ne commencent. 3 heures après avoir signé les papiers du divorce, j'ai pris un vol pour un autre État avec mes 2 enfants. Pendant ce temps, mon ex-femme et toute la famille de son patron se sont rassemblés dans une clinique, attendant les résultats d'un test ADN. Mais la réponse du médecin a brisé leur bonheur avant même qu'ils ne commencent. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Et je vais vous raconter exactement comment nous en sommes arrivés là. Parce que cette histoire ne commence pas dans cette clinique. Elle commence bien plus tôt. Elle commence avec un mensonge qui a duré 4 ans. Un homme qui a décidé de garder le silence pendant qu'il planifiait tout, et 2 enfants qui méritaient un père qui n'abandonnerait pas. Je m'appelle Horacio. J'ai 46 ans, et voici ce qui s'est réellement passé. Personne ne m'a vu pleurer. C'était la première chose que j'ai décidé quand j'ai découvert la vérité, il y a près de 8 mois, personne, absolument personne ne me verrait m'effondrer. Car lorsqu'un homme découvre que sa femme le trompe depuis des années, il a 2 chemins. Le premier est d'exploser, de crier, de casser des choses, de perdre le contrôle, et de lui donner exactement le spectacle dont elle a besoin pour justifier tout ce qu'elle a fait. Le second chemin est plus difficile. Il exige d'avaler la douleur chaque matin, de se lever, d'aller travailler, de s'asseoir pour dîner avec sa famille comme si de rien n'était, et pendant ce temps, en silence, de construire la sortie parfaite. J'ai choisi le second chemin, et je ne le regrette pas. Tout a commencé un mardi soir, il y a 8 mois. J'étais rentré plus tôt que d'habitude parce que mon patron avait annulé une réunion à la dernière minute. Il était environ 7 heures du soir quand je suis entré par la porte de derrière, celle qui mène à la cuisine, et j'ai entendu des voix. Au début, j'ai pensé que Gracila parlait à sa mère au téléphone, comme elle le faisait toujours. Mais il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose de différent, quelque chose qui m'a fait m'arrêter avant d'annoncer que j'étais rentré. Je suis resté immobile près de la porte entrouverte et j'ai écouté. La voix de Gracila était douce, intime, d'une manière qu'elle n'avait pas utilisée avec moi depuis longtemps. Elle disait des choses comme « Tu m'as manqué aujourd'hui, et j'ai hâte d'être vendredi. » Et oui, les enfants iraient chez leur grand-mère ce week-end-là. Chaque mot était un coup direct à la poitrine, mais je n'ai rien fait. Je ne suis pas entré. Je n'ai pas crié. Je suis resté paralysé pendant ce qui a dû être 3 ou 4 minutes, même si cela a semblé une heure entière. Quand elle a raccroché, j'étais déjà parti par où j'étais venu. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit pendant 2 heures sans savoir où j'allais. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la voiture. Je ne voulais pas entrer dans cette maison. Je ne pouvais pas la regarder en face, sachant ce que je savais et n'ayant toujours pas de plan, parce que c'est comme ça que je suis. Je n'ai jamais été le genre d'homme qui réagit sans réfléchir. Je suis le genre d'homme qui pense, et pense, et pense, jusqu'à ce que tout soit clair. Et cette nuit-là, allongé sur le siège du conducteur, le froid s'infiltrant par les fenêtres, je me suis posé une seule question. Ce n'était pas pourquoi, ou depuis quand, ou comment elle a pu me faire ça. La question était beaucoup plus simple, et beaucoup plus importante. Comment puis-je m'en sortir sans perdre mes enfants? Parce que c'était la seule chose qui importait. Andrés et Karina, tout le reste, le mariage, la maison, les années investies, la douleur, tout cela, je pourrais le gérer plus tard. Mais mes enfants n'étaient pas négociables, et je savais avec une certitude qui me glaçait le sang que si je n'agissais pas intelligemment, Gracila avait toutes les conditions pour les garder. Elle avait un emploi stable. Elle avait sa mère, Célia, à proximité. Elle avait Mauricio, son patron, qui avait clairement de l'argent et des ressources. J'étais juste Horacio, un technicien de maintenance industrielle avec un salaire de $2800 par mois, et aucune famille proche à part ma sœur Amalia qui vivait dans un autre état. Mais cela, précisément cela, m'a sauvé, qu'Amalia vivait dans un autre état. Cette nuit-là, depuis la voiture, je lui ai écrit un message. J'ai juste dit, j'ai besoin de te parler. C'est urgent. Ne le dis à personne. Elle a répondu en moins de 5 minutes, appelle-moi quand tu veux. Je suis là. Et c'est ainsi que tout a commencé. Pas par un cri, pas par une scène. Cela a commencé par un SMS à 2 heures du matin,
et par un homme qui a décidé que s'il devait perdre, il ne perdrait pas sans mener le combat le plus silencieux et le plus intelligent de sa vie. Ce qui a suivi m'a pris 8 mois. 8 mois à agir normalement à la maison, à dire « bonne nuit » et « bon appétit » et « comment s'est passée ta journée au travail » alors qu'à l'intérieur, je construisais chaque pièce du plan. J'ai parlé avec un avocat, Ramon, un ami d'Amalia, un spécialiste de la garde. J'ai trouvé un nouveau travail dans la ville où vivait ma sœur, avec un salaire de 3500 $ par mois et des avantages sociaux complets. J'ai documenté tout ce que je pouvais, et j'ai attendu le moment exact. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Quelque chose qui change tout. Quelque chose qui a à voir avec Karina, avec Mauricio, et avec cette enveloppe que le médecin a apportée à la clinique ce matin-là. Cela viendra plus tard. Pour l'instant, je dois vous faire comprendre qui était Gracila. Car pour comprendre la chute, il faut d'abord voir le piédestal d'où elle se croyait intouchable. Gracila n'a pas toujours été comme ça. Ou du moins, c'est ce que j'aime croire parfois, dans les moments où je suis encore humain et que je me permets de me souvenir comment tout était au début. Je l'ai rencontrée quand nous avions tous les deux 29 ans, lors d'un rassemblement professionnel auquel je ne voulais même pas aller. Elle se tenait près de la fenêtre, un verre d'eau à la main, parlant à quelqu'un. Et quand elle a ri pour la première fois cette nuit-là, quelque chose en moi a bougé. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Quelque chose a bougé. Je l'ai approchée. Nous avons parlé pendant 3 heures d'affilée. Et quand je suis rentré chez moi cette nuit-là, je savais déjà que cette femme allait changer ma vie. Ce que je ne savais pas, c'était de quelle manière. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Nous avons eu Andrés en premier. Et puis, quand Andrés a eu 3 ans, Karina est arrivée. Ses premières années ont été bonnes. Pas parfaites, car aucun mariage ne l'est, mais bonnes. Il y avait de l'amour. Il y avait des projets. Il y avait une vie construite avec de réels efforts. Je travaillais beaucoup. Oui, peut-être trop. Je partais tôt, rentrais tard, et les week-ends, j'avais parfois des quarts d'urgence à l'usine où je travaillais. Je l'admets. Je n'ai pas toujours été présent comme j'aurais dû l'être. Mais jamais, pas un seul jour, je n'ai cessé de pourvoir, de prendre soin, d'aimer cette famille de tout mon cœur. Le changement chez Gracila a commencé quand elle a eu ce travail avec Mauricio, il y a environ 5 ans. Mauricio possédait une entreprise d'importation. Il avait de l'argent. Il avait des contacts. Il avait cette sorte de sécurité que l'argent facile et une vie confortable vous procurent. Gracila a commencé à rentrer à la maison différente, avec de nouveaux vêtements, les cheveux coiffés différemment, avec des excuses de réunion qui se terminaient tard, et des voyages d'affaires qui n'existaient pas avant. Je l'ai remarqué. Bien sûr, je l'ai remarqué. Mais je me suis dit que c'était la promotion, la nouvelle responsabilité, que c'était normal pour une femme qui progressait professionnellement de changer. Je me suis menti pendant des années, parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Et puis ce mardi est arrivé, ce maudit mardi où je suis entré par la porte de la cuisine et j'ai entendu sa voix douce lui parler. Et tout ce dont je m'étais menti pendant des années s'est effondré en 3 minutes. Mais ce qui est arrivé après cette nuit-là était encore pire, car au lieu de la confronter immédiatement, j'ai décidé d'observer. Et ce que j'ai vu les semaines suivantes m'a retourné l'estomac d'une manière que je n'ai pas de mots pour décrire. J'ai commencé à prêter attention à des choses que j'ignorais auparavant. Les messages sur son téléphone qu'elle effaçait juste après les avoir lus, les appels auxquels elle répondait dans la salle de bain, la porte verrouillée, les fois où Mauricio venait la chercher par hasard pour une réunion. Un samedi matin, pendant que j'étais avec les enfants, j'ai tout vu, et je me suis tu. J'ai souri, et j'ai continué à faire comme si de rien n'était. Une nuit, Gracila s'est endormie sur le canapé, son téléphone à la main. J'étais assis à côté d'elle, soi-disant en train de regarder la télévision. J'ai attendu 20 minutes, jusqu'à être sûr qu'elle dormait profondément, et j'ai pris le téléphone. Je n'en suis pas fier, mais je l'ai fait, et ce que j'ai trouvé a confirmé tout ce que je savais déjà, et a révélé quelque chose que je n'attendais pas. Il y avait des conversations entières avec Mauricio, des photos, des mots que je ne répéterai pas, car il n'y en a pas besoin. Mais il y avait autre chose. Il y avait un message de Mauricio qui disait textuellement « Si la petite est à moi, comme nous le croyons, nous devons parler à un avocat. Je ne laisserai pas cet homme garder ma fille. » J'ai dû me lever du canapé.
Je suis allé dans la salle de bain, j'ai fermé la porte, j'ai allumé l'eau pour qu'ils ne m'entendent pas, et je me suis assis sur le bord de la baignoire pendant longtemps. La petite, Karina, ma fille de 11 ans qui dormait dans sa chambre avec son ours en peluche marron. Il doutait qu'elle soit ma fille. Il prévoyait de me la prendre. Et Gracilla le savait. Gracilla le permettait. C'est ce qui m'a brisé intérieurement d'une manière que l'aventure seule n'avait pas réussi. Non pas la trahison, non pas l'adultère, mais qu'il soit prêt à m'arracher ma fille. Le lendemain matin, j'ai agi exactement comme toujours. Bonjour, café. J'ai emmené les enfants à l'école. Je suis allé au travail. Mais à l'intérieur, j'étais déjà une personne différente. Parce qu'à ce moment-là, assis sur le bord de cette baignoire, l'eau coulant, j'avais pris la décision la plus importante de ma vie. Je n'allais pas exploser. Je n'allais pas confronter. J'allais planifier. J'allais bouger si lentement, et si silencieusement, que lorsqu'il réaliserait ce qui se passait, il serait déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. J'ai appelé Amalia le lendemain et je lui ai tout raconté. Tout, depuis le début jusqu'au message de Mauricio. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Et puis ma sœur a dit quelque chose qui est resté gravé en moi pour toujours. Elle m'a dit, Horacio, si tu pleures maintenant, pleure. Mais après aujourd'hui, plus une seule larme, jusqu'à ce que tu aies ces enfants avec toi, en sécurité. Tu m'entends? Je lui ai dit, oui, et j'ai tenu ma promesse. Pas une larme de plus. Amalia m'a mis en contact avec Ramon, son ami avocat. Nous nous sommes rencontrés en secret 3 fois avant que je prenne toute autre décision. Ramon m'a expliqué quelque chose de fondamental. Il m'a dit que dans les affaires de garde, la stabilité économique et l'environnement familial sont décisifs. Il m'a dit que si je pouvais démontrer un emploi stable, un logement adéquat, et un environnement sûr pour les enfants dans un autre état, j'avais une réelle chance d'obtenir la garde principale. Mais il m'a aussi dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il m'a dit que si Mauricio pouvait prouver la paternité biologique de Karina, il aurait des droits légaux sur elle. Cela compliquerait tout d'une manière qui pourrait devenir très longue et très coûteuse. Alors j'ai compris que le test ADN n'était pas seulement un doute émotionnel pour eux. C'était une stratégie juridique. Ils voulaient ce résultat pour l'utiliser contre moi, pour m'enlever Karina avec un papier signé par un médecin, et je devais être préparé à n'importe quel résultat. Alors, j'ai fait quelque chose que très peu de gens auraient fait à ma place. Je suis allé dans une autre clinique, dans une autre ville, et j'ai fait mon propre test ADN avec Karina avant qu'ils ne fassent le leur. J'ai payé $480 de ma poche. J'y suis allé seul. Je n'ai rien dit à personne, sauf à Ramon. J'ai attendu les résultats pendant 10 jours qui ont semblé 10 ans. Chaque matin, je me réveillais et je regardais Karina prendre son petit déjeuner, et je me posais des questions. Je me posais des questions, et je me détestais de me poser des questions, parce que cette fille était ma fille à tous les égards importants, avec ou sans un bout de papier. Mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin d'avoir cette certitude avant d'entamer toute bataille juridique. Le résultat est arrivé un jeudi après-midi dans mon email. J'ai ouvert le fichier, assis dans ma voiture, sur le parking du travail, les mains qui ne tremblaient pas, car j'avais déjà appris à contrôler cela. J'ai lu le résultat, et j'ai laissé échapper le souffle que j'avais retenu pendant 10 jours. Karina était ma fille, avec une probabilité de 99,97%. La mienne, rien que la mienne. J'ai sauvegardé ce document à 3 endroits différents. Dans mon email, sur une clé USB que j'ai donnée à Ramon, et dans un email que je me suis envoyé, avec une copie à Amalia. Ce papier était mon bouclier, et il ne savait pas que je l'avais. Ce qui a suivi a été la construction du reste du plan, pièce par pièce. Le nouveau travail dans la ville d'Amalia, le petit mais décent appartement qu'elle m'a aidé à trouver, les conversations avec les professeurs des enfants pour documenter leur situation scolaire et émotionnelle, chaque mouvement calculé, chaque pas mesuré. Et Gracilla, tout ce temps, était toujours dans son propre monde. Sûr que je ne savais rien. Sûr que le moment venu, elle aurait toutes les cartes en main. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais construit, pendant 8 mois, une main qu'elle ne pourrait jamais battre. Il y a quelque chose que personne ne vous apprend sur la façon de survivre à une trahison en silence. On ne vous apprend pas que le plus dur n'est pas la douleur. La douleur, vous apprenez à la stocker, à la refouler,
à la mettre de côté et à continuer. Le plus dur, c'est de jouer un rôle. Se lever chaque matin et être le même Horatio d'avant. Celui qui dit bonjour, qui prépare le café, qui demande comment les enfants ont dormi, qui dit à sa femme de passer une bonne journée alors qu'elle franchit la porte vers le travail de son amant. C'est ce qui vous consume intérieurement. Pas la haine, le jeu d'acteur. Au cours de ces 8 mois, j'ai appris des choses sur moi-même que je ne connaissais pas. J'ai appris que je pouvais sourire quand je voulais pleurer. J'ai appris que je pouvais m'asseoir à table en face d'une personne qui m'avait détruit, et lui passer le pain et lui demander si elle voulait plus d'eau. J'ai appris que le silence, bien utilisé, est l'arme la plus puissante qui soit. Parce que pendant que Gracilla me voyait calme et tranquille, pendant qu'elle me voyait aller au travail et rentrer à la maison sans rien dire, elle interprétait ce silence comme de l'ignorance, comme si je ne savais pas, comme si j'étais le naïf de l'histoire. Et cela, précisément cela, m'a donné l'avantage tout ce temps. Mais il y a eu des moments où j'ai failli craquer, des moments où le rôle est devenu trop lourd et où j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir le tenir un jour de plus. Un de ces moments fut un samedi soir, environ 4 mois après que j'ai commencé à tout planifier. Gracilla rentra tard, après 23 heures. J'étais assis dans le salon, regardant la télévision, le volume bas, pour ne pas réveiller les enfants. Elle entra, me vit, et sans un mot, alla directement dans la chambre. Pas un bonsoir, pas un regard, rien. Comme si j'étais un meuble, comme si ma présence dans cette maison était un inconvénient mineur qu'il fallait tolérer. Je suis resté assis sur ce canapé pendant 1 heure après son départ. Et pour la première fois depuis de nombreux mois, j'ai ressenti quelque chose de différent de la douleur et de la rage contrôlée. J'ai ressenti de la honte, une honte horrible, irrationnelle, qui n'avait aucun sens, mais elle était là, comme si le fait qu'elle m'ignore si facilement disait quelque chose sur ma valeur. J'ai dû appeler Amalia cette nuit-là, à voix basse, depuis la salle de bain, un robinet d'eau coulant à nouveau, comme c'était devenu mon habitude. Ma sœur m'a écouté, et quand j'ai fini de parler, elle m'a dit quelque chose que vous devez bien entendre. Elle a dit, « Horatio, la honte que tu ressens ce soir n'est pas la tienne, c'est la sienne. Tu es le seul dans cette maison qui agit avec dignité. N'oublie pas cela. » Je n'ai pas oublié. Cette phrase m'a soutenu pendant les 4 mois restants. Pendant ce temps, le plan avançait. Ramon avait travaillé silencieusement de son côté. Il a expliqué que pour demander la garde principale des enfants, je devais démontrer 3 choses fondamentales. Premièrement, que j'avais une réelle capacité économique pour les soutenir. Deuxièmement, que j'avais un environnement stable et sûr pour qu'ils y vivent. Et troisièmement, que l'environnement actuel, chez Gracilla, présentait des éléments qui pouvaient être considérés comme nuisibles pour les mineurs. Ce troisième point était délicat, mais Ramon savait exactement comment le gérer. Le nouveau travail que j'ai obtenu dans la ville d'Amalia fut le premier pilier. C'était une entreprise de maintenance industrielle plus grande que celle où je travaillais, avec un contrat formel, des avantages sociaux complets, et un salaire de $3,500 par mois. Amalia m'avait parlé de cette opportunité il y a un certain temps, et quand la situation avec Gracilla a éclaté, je l'ai saisie sans hésitation. J'ai passé les entretiens pendant mes jours de congé. Je leur ai dit que je pouvais commencer dans 3 mois, et j'ai signé un contrat en secret. Personne à la maison ne le savait. Ni Gracilla, ni les enfants, ni personne. Le deuxième pilier était l'appartement. Amalia m'a aidé à en trouver un petit, mais entièrement équipé, près de bonnes écoles, dans un quartier calme. J'ai payé la caution, et le premier mois, avec des économies que j'avais mises de côté pendant des années sur un compte que Gracilla ne connaissait pas. Ce n'était pas une somme énorme, environ $4,200 au total, mais c'était suffisant pour commencer. Ramon a examiné le contrat de location et m'a dit que tout était en ordre. J'avais déjà un endroit où emmener mes enfants. Le troisième pilier était le plus délicat. Ramon a expliqué que nous n'avions pas besoin de prouver que Gracilla était une mauvaise mère en termes absolus. Ce que nous devions démontrer, c'était l'instabilité de l'environnement, et une relation avec Mauricio, correctement documentée, était exactement cela. Un homme extérieur au noyau familial, avec une présence constante dans la vie des enfants, sans aucun lien légal ou émotionnel établi. Ramon savait comment le présenter, et j'avais les enregistrements, les dates, les moments que j'avais documentés pendant des mois avec une application de notes sur mon téléphone que Gracilla n'avait jamais su exister. Mais il y avait autre chose dont Ramon m'avait prévenu dès le début. Il m'avait dit que Gracilla,
si elle avait un bon avocat de son côté, pourrait essayer de présenter le test ADN de Mauricio comme preuve que l'environnement familial était déjà en dispute. Et utiliser cela pour argumenter qu'un déménagement soudain des enfants vers un autre État était un acte unilatéral non autorisé. En d'autres termes, si je prenais les enfants sans une ordonnance du tribunal préalable, elle pourrait m'accuser d'enlèvement d'enfants. C'était un risque énorme, et Ramon le savait. C'est pourquoi ce qu'il a fait dans les semaines précédant le divorce a été le plus important de tout. Il a déposé une demande d'ordonnance de garde temporaire d'urgence 3 jours avant la signature du divorce, basée sur l'instabilité de l'environnement, mon nouvel emploi et logement établi, et l'intérêt supérieur des mineurs. Le juge l'a étudié et l'a approuvé. Une ordonnance du tribunal signée, qui me donnait la garde temporaire d'Andrés et de Karina, pendant que le processus complet était résolu. Cette ordonnance était dans ma poche le jour où j'ai signé les papiers du divorce. Gracila et son avocat ne l'ont su que lorsque Ramon l'a présenté sur la table, juste après que les derniers papiers aient été signés. J'ai vu le visage de Gracila à ce moment-là. J'ai vu comment la couleur s'est drainée de son visage en moins de 2 secondes. J'ai vu comment son avocat a pris le document et l'a lu, ses yeux s'écarquillant de plus en plus. Gracila m'a regardé pour la première fois de toute la matinée. Et dans ce regard, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant. Une vraie peur. Pas la peur de quelqu'un qui est surpris, la peur de quelqu'un qui vient de comprendre qu'il a sous-estimé la mauvaise personne. Je n'ai rien dit. J'ai récupéré mes documents, j'ai serré la main de Ramon, et je suis sorti de ce bureau. Je suis allé directement à l'école des enfants. J'avais déjà parlé avec leur professeur la semaine précédente. Je leur avais expliqué la situation calmement, documents en main, et ils avaient coopéré complètement. Andrés et Karina m'attendaient au bureau du directeur avec leur sac à dos. Je leur avais dit ce matin-là, avant d'aller chez le notaire, que nous partions en voyage pour rendre visite à Amalia, que c'était une surprise. Andrés m'a regardé avec ce visage d'adolescent qu'il a, et m'a demandé si j'étais sérieux. Je lui ai dit que oui. Karina était déjà excitée depuis que je l'avais mentionné. Je les ai fait monter dans la voiture, j'ai mis les valises dans le coffre, et j'ai pris la route. Je n'ai pas mis de musique. Je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai juste conduit. Et pendant que je mettais des kilomètres entre mes enfants et tout ce que nous avions laissé quelque part dans la ville, Gracila passait des appels frénétiques à son avocat et à Mauricio, qui ne savait rien de l'ordonnance du tribunal, et continuait avec son plan original. Il pensait encore que ce matin-là, dans cette clinique privée où il avait réuni toute sa famille, ils allaient recevoir le résultat qui changerait tout en sa faveur. Il pensait encore qu'il en avait un, et toute sa famille, sa mère, ses frères, ses beaux-frères, tous rassemblés dans cette élégante salle d'attente avec du café en machine, et des chaises en cuir, tous attendant la confirmation de quelque chose qui n'est jamais venu comme il l'attendait. Mais je ne le savais pas encore, pendant que je conduisais. Ils me l'ont dit plus tard. Et quand ils me l'ont dit, la seule chose que j'ai ressentie fut un calme étrange et profond, comme lorsqu'une longue tempête se termine et que l'air sent soudainement différemment, propre, nouveau, comme si le monde venait de prendre une grande inspiration. André s'est endormi avec ses écouteurs, environ 40 minutes après notre départ. Karina a tenu un peu plus longtemps, me posant des questions sur la maison d'Amalia, s'il y avait un parc à proximité, et si un jour il pourrait avoir un chien. Je lui ai dit peut-être, que tout était possible, et je le pensais. L'autoroute la nuit a quelque chose qui ne peut pas être bien expliqué avec des mots. Quand vous conduisez seul, avec vos enfants endormis à l'arrière, et que le monde entier est laissé derrière, il y a aussi un silence qui n'est pas vide. C'est un silence plein, plein de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez enduré, de tout ce que vous avez décidé de lâcher. J'ai conduit, les 2 mains sur le volant, les yeux fixés sur la ligne blanche de la chaussée. Et pour la première fois depuis 8 mois, je ne pensais pas à la prochaine étape. Je ne calculais pas. Je ne planifiais pas. Je conduisais juste. Et cela, après tout ce que j'avais porté, m'a donné l'impression de lâcher un poids que je ne savais pas que j'avais encore sur les épaules. Nous étions sur la route depuis environ 2 heures. Quand Karina s'est réveillée, je l'ai entendue bouger sur le siège arrière, ce petit bruit que font les enfants quand ils sortent du sommeil sans se réveiller complètement. Elle a ouvert les yeux, a regardé l'obscurité qui passait par la fenêtre, puis m'a regardé dans le rétroviseur. Ses cheveux étaient en bataille, et son ours en peluche était toujours serré contre sa poitrine. Elle m'a demandé à voix basse, avec cette voix rauque que l'on a quand on vient de se réveiller, si nous étions arrivés.
Je lui ai dit encore quelques heures, qu'elle devait dormir, que quand elle se réveillerait, nous serions prêts. Elle m'a regardé un instant de plus, comme pour évaluer si elle devait me croire, puis elle a refermé les yeux. En moins de 2 minutes, elle respirait à nouveau profondément. Je l'ai regardée dans le miroir quelques secondes de plus que nécessaire, et j'ai pensé à ce papier, à ce résultat avec le 99,97% que je gardais à 3 endroits différents. À propos des jours où j'ai attendu ce résultat, l'estomac serré et le cœur battant. Et j'ai pensé que peu importait ce que disait un papier. Cette fille était mienne, dès le premier jour où je l'ai tenue dans mes bras. Dès qu'elle a appris à marcher, en s'accrochant à mes doigts. Dès qu'elle m'a appelé papa pour la première fois, avec sa voix de bébé qui ne parvenait pas encore à bien prononcer les mots. Aucun papier ne me l'apprendrait. Aucun Mauricio, aucune clinique, personne. J'ai continué à conduire. Andrés s'est réveillé vers la 3e heure. Il l'a fait soudainement, comme toujours, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Il a retiré ses écouteurs, s'est étiré dans son siège autant que la ceinture de sécurité le permettait, et m'a regardé. Il avait ce visage d'adolescent qui mêle le sommeil à une méfiance naturelle de 14 ans. Il m'a demandé directement, sans tourner autour du pot, comme il est. Il m'a demandé si nous allions vivre avec Amalia, non pas comme une question d'enfant effrayé, mais comme une question de quelqu'un qui fait déjà 2+2 et veut confirmer que le résultat est 4. Il m'a fallu un moment pour répondre, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je voulais le dire correctement. Je lui ai dit oui, que nous allions vivre dans la même ville qu'Amalia, dans notre propre appartement, que j'y avais un nouveau travail, qu'ils auraient une nouvelle école, de nouveaux amis, et que tout allait bien se passer. Il y a eu un silence. Andrés a regardé la route sombre devant lui, et est resté silencieux pendant 1 minute entière. Puis il m'a demandé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il m'a demandé si sa mère était au courant. Je lui ai dit oui, que tout était arrangé légalement, et qu'il n'avait à s'inquiéter de rien de tout cela, que c'était une affaire d'adultes, et que mon rôle était de m'assurer que lui et sa sœur allaient bien. Un autre silence, puis, sans me regarder, il a dit quelque chose à voix très basse qui est resté gravé en moi pour toujours. Il a dit, c'est bon, papa. Juste ça, c'est bon, papa. Et il a remis ses écouteurs. J'ai dû cligner des yeux plusieurs fois de suite et me concentrer sur la route. Nous sommes arrivés dans la ville d'Amalia après 2 heures du matin. Elle était éveillée, nous attendant, la porte ouverte et la lumière du porche allumée. Quand je suis sorti de la voiture et que je l'ai vue, debout sur le seuil, avec ce visage de ma grande sœur, qui a toujours été la chose la plus proche d'un foyer que je connaisse, j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Je n'ai pas pleuré. J'avais promis de ne pas pleurer, mais c'était proche. Très proche. Elle est descendue les marches, m'a serré fort dans ses bras, et a dit à mon oreille, « Tu l'as fait. » Rien de plus. Rien de plus n'était nécessaire. Nous avons porté les enfants, presque endormis, de nouveau. Amalia leur avait préparé une chambre avec 2 matelas au sol, et des couvertures propres et chaudes. Nous les avons couchés sans qu'ils ne se réveillent complètement. Karina a lâché son ours en peluche un instant, puis l'a de nouveau serré dans son sommeil. Andrés s'est retourné et a fait face au mur. Nous les avons couverts. Amalia a éteint la lumière, et nous sommes tous deux sortis dans le couloir, et avons fermé la porte délicatement. Nous nous sommes assis dans sa petite cuisine. Elle m'a mis un café devant sans que je le demande, et nous nous sommes assis un instant dans ce silence qui n'existe qu'entre des gens qui se connaissent depuis toujours, et n'ont pas besoin de le remplir de mots. C'est Amalia qui a parlé la première. Elle m'a demandé comment s'était passée la signature. Je lui ai tout raconté. Le visage de Gracila quand Ramon a présenté l'ordonnance du tribunal, le silence dans ce bureau, la façon dont je suis parti sans dire un mot. Amalia m'a écouté, les coudes sur la table, et la tasse de café entre les mains, hochant lentement la tête. Quand j'ai terminé, elle a souri. Pas un grand sourire, un petit sourire tranquille, de satisfaction authentique. Elle m'a dit, c'est exactement ce que tu méritais. Mais pendant que j'étais assis dans cette cuisine tranquille, à des centaines de kilomètres, l'histoire prenait une tournure complètement différente, une que je ne voyais pas, mais qui était déjà en marche depuis des heures, parce que Gracila, après la surprise de l'ordonnance du tribunal, n'était pas restée paralysée. Gracila était bien des choses, mais ce n'était pas une femme qui restait immobile quand elle sentait qu'elle perdait du terrain. Elle a appelé Mauricio immédiatement.
Elle lui avait parlé de l'ordonnance. Elle lui avait dit qu'Horacio avait pris les enfants. Et Mauricio, avec cette arrogance d'un homme qui pense que l'argent résout tout, lui avait dit de ne pas s'inquiéter. Que cet après-midi-là, à la clinique, tout changerait. Qu'avec le résultat ADN en main, ils auraient suffisamment d'arguments pour annuler toute ordonnance du tribunal. Qu'il avait de meilleurs et de plus chers avocats que tout ce que je pouvais me permettre. Ce que Mauricio ne savait pas, c'est que j'avais déjà mes propres résultats, sauvegardés à 3 endroits, scellés, datés, signés par un laboratoire certifié, et que ce résultat disait exactement le contraire de ce qu'il s'attendait à entendre cet après-midi-là. Je ne le savais pas encore à ce moment-là, assis dans la cuisine d'Amalia, mais pendant que je buvais ce café, et que l'épuisement de 8 mois commençait enfin à peser sur mes os. Dans cette clinique privée, de l'autre côté du pays, la salle d'attente se remplissait de monde. La mère de Mauricio, ses 2 frères, une belle-sœur, quelques amis proches qu'il avait lui-même invités, car il était si sûr du résultat qu'il voulait des témoins. Il voulait que tout le monde voie le moment. Il a été confirmé qu'il avait une fille. Gracila était assise parmi eux, avec un sourire tendu, mal à l'aise, car elle avait des doutes que Mauricio n'avait pas. Elle savait des choses qu'il ne savait pas, mais elle s'était laissée emporter par le courant de sa confiance, car c'était plus facile que d'affronter la possibilité que tout tourne mal. Et le médecin n'était pas encore sorti avec l'enveloppe. J'ai terminé mon café. J'ai dit à Amalia que j'avais besoin de dormir, que demain nous recommencerions. Elle m'a dit que la chambre arrière était prête pour moi. Je me suis levé, j'ai laissé la tasse dans l'évier, et avant d'éteindre la lumière de la cuisine, je suis resté un instant sur le pas de la porte. J'ai pensé à tout ce que j'avais laissé derrière moi. La maison, les années, la vie que je pensais avoir. Et puis j'ai pensé à Andrés et Karina qui dormaient dans la pièce d'à côté. Et j'ai su que je n'avais rien laissé derrière moi qui valait plus que ça. J'ai éteint la lumière, je suis allé dormir, et à des centaines de kilomètres, dans une clinique privée, avec des chaises en cuir et du café en machine. La porte de la salle d'attente était sur le point de s'ouvrir. Je veux que vous imaginiez la scène. Pas de mon point de vue, car je n'étais pas là. On me l'a raconté plus tard, avec des détails, avec des pauses, avec cette façon qu'ont les gens de décrire quelque chose dont ils ont été témoins, et qu'ils n'arrivent pas à croire que c'était réel. Ils me l'ont raconté, et j'ai écouté en silence, la reconstruisant dans ma tête, comme si c'était un film. Et chaque fois que je m'en souviens, je ressens la même chose. Pas de satisfaction, pas de joie. Plutôt comme la confirmation que l'univers prend parfois son temps, mais il n'oublie pas. La clinique était privée, une de celles qui ont une réception avec un sol en marbre, et des plantes artificielles dans les coins, et une musique douce que personne n'écoute, mais qui est là pour que tout semble plus cher qu'il ne l'est. Mauricio l'avait choisi spécifiquement, pas n'importe quel laboratoire, une clinique avec un nom, avec une réputation, avec le genre d'ambiance qu'il aimait pour tout. Le genre d'endroit où vous arrivez et vous sentez que vous êtes du bon côté de la vie. C'était important pour Mauricio. L'apparence, la mise en scène. Il ne voulait pas seulement le résultat. Il voulait le moment. Il voulait toute la cérémonie. Il était arrivé à 9 h du matin avec sa mère, Véronica, une femme de près de 70 ans qui portait son sac en cuir marron comme un bouclier et qui donnait son avis sur tout avec une autorité que personne ne lui avait donnée, mais que personne ne remettait en question non plus. Ils sont arrivés ensemble dans sa voiture, un véhicule qui coûtait plus que ce que je gagnais en un an. Derrière lui venaient ses 2 frères avec leurs épouses respectives. Et un peu plus tard, 2 amis proches de Mauricio, qu'il avait lui-même appelés la veille pour leur dire que le lendemain serait un jour important, qu'ils devaient venir, qu'ils devaient l'accompagner, qu'ils allaient faire la fête. Gracila est arrivée seule, 15 minutes après tout le monde. Elle est entrée dans la salle d'attente, les cheveux relevés, et une blouse bleue que j'avais vue dans son placard, mais que je ne l'avais jamais vue porter. Elle avait cette expression que je connaissais bien. Ce mélange de confiance forcée, et de tension intérieure, qu'elle utilisait quand quelque chose n'était pas complètement sous son contrôle, mais qu'elle ne voulait pas le montrer. Mauricio s'est levé quand il l'a vue entrer, lui a donné un baiser sur la joue, et l'a présentée à ceux qui ne la connaissaient pas encore, comme si elle était un trophée nouvellement acquis. Gracila a souri, s'est assise, et a attendu. Le test avait déjà été fait quelques jours auparavant. Ils avaient prélevé les échantillons dans cette même clinique, à la fois sur Mauricio et sur Karina, lors d'un rendez-vous précédent que Gracila avait géré seule, sans rien me dire. Un de ces jours où je travaillais soi-disant,
et où elle avait fait sortir Karina de l'école avec une excuse qu'elle ne m'a jamais donnée. J'ai découvert cela plus tard aussi, qu'elle avait emmené ma fille à cette clinique sans rien me dire, qu'elle avait permis qu'on prélève un échantillon de Karina pour un test qui pouvait changer sa vie, sans me demander, sans me consulter, sans même considérer que j'avais le droit de savoir. Ce détail, quand ils me l'ont raconté, fut le plus difficile à digérer pour moi. Pas la tricherie, pas la trahison, mais le fait qu'elle ait utilisé ma fille comme une pièce sur son échiquier sans y penser à 2 fois. Mais je reviens à la clinique, à cette salle d'attente avec 10 personnes qui n'avaient rien de mieux à faire un jour de semaine que d'attendre un résultat que personne d'entre eux n'avait le droit d'attendre. Véronica, la mère de Mauricio, était celle qui parlait le plus. Selon ce qu'on m'a raconté, elle n'avait pas cessé de parler depuis son arrivée. Elle a parlé du petit enfant à venir, de la responsabilité qui l'accompagnait, qu'elle avait vu quelque chose de spécial chez la petite fille depuis le début, des yeux, du menton, qu'on sait ces choses-là. Mauricio l'écoutait avec ce sourire d'homme convaincu, hochant la tête, la laissant parler. Les frères faisaient des commentaires à voix basse entre eux. Les belles-sœurs vérifiaient leur téléphone, et Gracila était assise au milieu de tous, comme quelqu'un à une fête, qui n'est pas sûr d'avoir vraiment été invité, car Gracila savait quelque chose que les autres ne savaient pas. Gracila savait que les dates ne correspondaient pas tout à fait. Qu'il y avait une période de temps où la possibilité que Karina soit la mienne était réelle. Elle ne l'avait jamais dit à haute voix. Ni à Mauricio, ni à sa mère, Célia, ni à personne. Elle l'avait enterrée sous des couches de désir et de commodité. Parce que si Karina s'avérait être la fille de Mauricio, sa position s'améliorait à tous égards, économiquement, légalement, émotionnellement, dans un nouveau plan de vie qu'elle avait construit dans sa tête. Mais si elle s'avérait être à moi, tout ce plan se compliquait d'une manière à laquelle elle préférait ne pas penser. Alors elle attendit avec un sourire tendu, les mains serrées sur ses genoux, les yeux rivés sur la porte du couloir chaque fois qu'elle entendait des pas. 1 heure passa, puis une autre. Mauricio commanda plus de café pour tout le monde. Véronica raconta 2 fois la même histoire sur l'enfance de Mauricio, quand il montrait déjà des signes d'être spécial. Les amis commencèrent à vérifier leur téléphone plus fréquemment. L'atmosphère dans la pièce passa progressivement d'une célébration anticipée à une attente inconfortable, du genre qui commence à sembler plus longue qu'elle ne le devrait. Il était 11h40 du matin lorsque la porte du couloir s'ouvrit. Le médecin était un homme d'une 50aine d'années, cheveux gris, blouse blanche, avec cette expression professionnelle et neutre que l'on apprend à lire de toute façon, car les gestes disent ce que le visage entraîné ne dit pas. Il entra, une chemise fermée à la main, regarda le groupe, et demanda Monsieur Mauricio. Mauricio se leva immédiatement, avec cette posture d'homme habitué à ce que les choses se passent comme il le veut. Il tendit la main. Le médecin la lui serra, puis, avec un calme complètement chirurgical, lui dit qu'ils avaient les résultats, et que peut-être il serait préférable de les examiner en privé. Mauricio rejeta l'idée d'un geste de la main. Il dit qu'il n'y avait aucun problème, qu'ils étaient en famille, qu'ils pouvaient parler librement. Le médecin le regarda un instant, hocha légèrement la tête, ouvrit le dossier, et lut le résultat. On me raconta que le silence qui suivit était l'un de ces silences que l'on ressent physiquement, comme si l'air de la pièce était soudainement devenu plus dense, comme si toutes les personnes présentes avaient inspiré en même temps, et que personne n'avait encore expiré. Véronica s'arrêta au milieu d'un mot. Les frères cessèrent de se regarder. Les belles-sœurs levèrent les yeux de leur téléphone, et Gracila, me dit-on, resta complètement immobile, les mains toujours jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur le médecin, avec cette expression de quelqu'un qui, au fond, savait déjà ce qui allait arriver. Mais avait choisi de ne pas le savoir tant qu'il n'y avait pas d'autre option. Le résultat était négatif. Mauricio n'était pas le père biologique de Karina. Avec 99,98% de certitude. La petite fille n'avait aucun lien génétique avec lui. Mauricio lut le papier lui-même, après que le médecin eut fini de parler. Il le lut 2 fois, 3 fois, comme si les mots allaient changer s'il les regardait assez longtemps. Puis il leva les yeux et regarda Gracila. Et selon la personne qui me l'a raconté, ce regard n'avait pas d'amour, pas de confusion. Il n'y avait qu'une question directe et froide, qui n'avait pas besoin de mots pour être posée. Gracila ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit de nouveau, et dit quelque chose d'inutile. Elle dit qu'elle ne comprenait pas, qu'il devait y avoir une erreur, que le test devait être répété. Véronica fut la première à se lever. Elle ne dit rien. Au début,
Elle ramassa son sac en cuir marron du sol avec une lenteur délibérée, comme quelqu'un qui choisit chaque mouvement avec soin. Puis elle regarda Gracila avec une expression décrite comme le genre de regard qui vous donne envie de devenir invisible. Et elle lui dit, d'une voix complètement calme, plus terrifiante que si elle avait crié, qu'elle avait eu des doutes depuis le début, mais que son fils ne l'avait pas écouté, qu'elle espérait que la leçon en valait la peine, et elle se dirigea vers la porte. L'un des frères la suivit sans un mot. L'autre resta un instant, regarda Mauricio, et lui dit à voix basse qu'il l'appellerait plus tard. Les belles sœurs partirent presque ensemble. L'ami dit au revoir avec l'embarras de quelqu'un qui veut disparaître, mais qui doit quand même passer par la porte. En moins de 4 minutes, la salle d'attente qui avait été pleine de familles, de cafés, et de conversations sur les petits-enfants, se retrouva avec 3 personnes. Le médecin, qui s'était discrètement retiré dans le couloir. Mauricio et Gracila. Et alors commença la deuxième partie de l'effondrement. Mauricio ne cria pas. Ce fut la première chose qui me surprit quand on me raconta ce qui s'était passé après que tout le monde eut quitté cette pièce. Je l'avais imaginé crier, frapper quelque chose, faire la scène que l'on attendrait d'un homme comme lui. Habitué à tout contrôler, et à ce que les choses se passent comme il le décide. Mais non, Mauricio resta assis, le dossier fermé sur ses genoux, les yeux fixés sur un point du sol en marbre de cette clinique coûteuse qu'il avait lui-même choisie pour son moment de triomphe. Et il resta ainsi pendant un temps qui, comme Gracila me l'a dit plus tard, lui parut une éternité. C'est elle qui parla la première, et d'après la description qu'on m'en fit à ce moment-là, elle n'avait plus le sourire tendu d'avant. Elle n'avait plus la posture contrôlée de la femme qui entre dans une pièce, et sait comment s'y mouvoir. Elle avait du maquillage étalé sous les yeux. Bien que personne ne l'ait vue pleurer exactement, comme si le poids même de ce qui venait de se passer avait défait son visage sans qu'il soit nécessaire de verser des larmes. Elle dit à Mauricio qu'il devait parler, qu'il y avait une explication, que les dates avaient pu être confuses, et qu'elle-même n'était pas sûre de tout, et de la prier de l'écouter. Mauricio la regarda, et d'une voix complètement neutre, sans chaleur, sans aucune des émotions que l'on s'attendrait à ce moment, il lui demanda une seule chose. Il lui demanda si elle avait su, si, à un moment donné avant ce jour, elle avait eu des doutes sur la paternité de la jeune fille, et ne le lui avait pas dit. Gracila ne répondit pas immédiatement, et ce silence de 3 secondes fut sa réponse la plus honnête de toute la journée. Mauricio hocha lentement la tête, se leva. Il prit son téléphone sur la chaise à côté de lui, et lui dit quelque chose que l'on m'a rapporté presque mot pour mot, car la personne dans le couloir a réussi à l'entendre. Il lui dit que pendant 4 ans, il avait cru construire quelque chose de réel. Qu'il avait investi dans cette relation des choses qu'il n'investissait nulle part ailleurs. Qu'il avait ignoré les gens qu'il avait prévenus. Qu'il avait éloigné sa famille de situations plus simples pour être disponible pour elle. Et que tout ce temps, elle avait eu un doute fondamental qu'elle n'avait jamais eu la décence de partager avec lui. Il lui dit que ce n'était pas le résultat ADN qui l'avait détruit. C'était ce silence délibéré, cette décision consciente de ne pas lui dire quelque chose qui changeait tout. Puis il prit le dossier du siège, le tendit au médecin qui attendait discrètement dans le couloir, et sortit de la clinique sans un regard en arrière. Gracila fut laissée seule dans cette salle d'attente avec des fauteuils en cuir, et une musique douce que personne n'écoutait. Je dormais quand tout cela se produisait. J'ai dormi jusqu'à près de 10 heures du matin. Le premier sommeil profond, et continu que j'ai eu depuis des mois. Quand je me suis réveillé, la maison d'Amalia sentait le café frais, et quelque chose qui cuisait sur la cuisinière. Je les ai entendus parler dans la cuisine. Je me suis levé lentement, avec ce corps lourd de quelqu'un qui vient de faire un vrai sommeil après une longue période. Et je suis allé dans la chambre où les enfants avaient dormi. La porte était entr'ouverte. Il n'y avait personne à l'intérieur. Les couvertures étaient pliées, avec ce pli informel que les enfants font quand ils essaient de faire leur lit sans avoir été bien appris. L'ours en peluche de Karina était posé contre l'oreiller, comme s'il avait été soigneusement arrangé. Je suis allé à la cuisine. Amalia était devant la cuisinière. Andrés était assis à table avec un verre de jus, et son téléphone à la main. Karina était sur la chaise à côté de lui, mangeant quelque chose avec cette concentration totale que les enfants ont quand ils ont vraiment faim. Quand ils m'ont vu entrer, ils m'ont regardé tous les deux. Karina a souri immédiatement, avec ce sourire à elle qui précédait toujours les mots. Andrés m'a fait un signe de tête, ce court salut d'adolescent qui, dans son langage, en dit plus qu'il n'y paraît. Je me suis assis.
Amalia m'a mis un café devant, sans rien dire. Et pendant un moment, nous étions tous les quatre comme ça, dans cette petite cuisine, avec le bruit de la cuisinière, et la lumière du matin qui entrait par la fenêtre. Normal, complètement normal. Et cette normalité, après tout ce que j'avais vécu ces derniers mois, me semblait la chose la plus extraordinaire du monde. Ce fut plus tard, quand les enfants sont sortis dans le petit jardin d'Amalia, que ma sœur s'est assise devant moi, avec sa tasse de café, et m'a dit qu'elle avait reçu un message. Pas de Gracila directement, mais de Célia, la mère de Gracila. Amalia et Célia se connaissaient depuis des années, de l'époque où Gracila et moi étions un jeune couple, et où les familles se mélangeaient lors des anniversaires et des fêtes. Elles n'étaient pas des amies proches, mais elles avaient leur numéro, et Célia lui avait écrit ce matin-là. Le message était long. Amalia me l'a lu à haute voix, avec cette pause qu'elle utilise quand quelque chose lui semble important. Célia disait qu'elle avait parlé avec Gracila, que le résultat ADN était négatif pour Mauricio, que Mauricio avait quitté la clinique et ne répondait plus à ses téléphones, que sa famille avait coupé tout contact, et que Gracila était dévastée, et avait besoin de parler à ses enfants. J'ai écouté sans interrompre. Quand Amalia a fini, il y a eu un silence. Puis elle m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit rien pour l'instant, que Ramon avait des instructions claires sur la façon de gérer toute tentative de contact pendant cette période, et que toute communication relative aux enfants devait passer par lui, que je ne répondrais pas aux messages ou aux appels directs, non par cruauté, mais par procédure. Parce que Ramon m'avait expliqué qu'à ce moment-là, toute conversation non documentée pouvait compliquer le processus juridique en cours. Amalia a hoché la tête, a rangé son téléphone, et m'a dit autre chose. Elle m'a dit que dans le message, Célia disait aussi quelque chose à mon sujet. Qu'elle disait qu'Horacio avait toujours été un homme bon, et que Gracila avait commis la plus grande erreur de sa vie, et qu'elle, en tant que mère, avait honte de ne pas l'avoir arrêté quand il était encore temps. Cela m'a vraiment surpris. Pas parce que cela changeait quoi que ce soit, pas parce que cela effaçait quoi que ce soit qui s'était passé, mais parce qu'elle était la dernière personne de qui je m'attendais à entendre quelque chose comme ça. Célia avait toujours été du côté de sa fille, en tout et sans question. Entendre que même elle reconnaissait l'erreur m'en disait plus sur l'ampleur de l'effondrement que toute autre chose. Mais l'effondrement n'était pas terminé. Sa deuxième vague ne faisait que commencer. Parce que Mauricio, après avoir quitté la clinique, n'a pas disparu en silence. Mauricio était le type d'homme qui, lorsqu'il se sent humilié, a besoin de transférer cette humiliation sur quelqu'un d'autre. Et la personne la plus proche, et la plus disponible pour recevoir cela, était Gracila. Quelques heures après avoir quitté la clinique, son avocat lui a envoyé un document. Ce n'était pas une lettre personnelle. C'était une notification légale. Mauricio mettait fin au contrat de travail de Gracila dans son entreprise, avec effet immédiat, en raison d'une restructuration interne, sans aucune indemnité de licenciement supplémentaire au-delà de ce que la loi exigeait, sans lettre de recommandation, sans conversation préalable. Gracila a perdu son emploi le jour même où elle a perdu Mauricio, et le jour même où elle a appris que j'étais parti avec les enfants, tout cela le même jour. Célia m'a dit plus tard, lors d'un appel qu'Amalia a pris, et m'a résumé cette même nuit. Célia était avec Gracila dans l'appartement qu'elle avait loué 2 mois auparavant. Un appartement que Mauricio l'avait aidé à payer, dans un immeuble à 10 minutes de son bureau. Un appartement qui, maintenant, sans le travail, et sans Mauricio, est devenu un problème financier immédiat. Le loyer était de 1400 $ par mois. Gracila avait des économies pour peut-être 2 mois. Après cela, il n'y avait pas de plan. Et puis Gracila a commis l'erreur que Ramon avait déjà anticipée. Désespérée, sans emploi, sans Mauricio, sans les enfants, elle a essayé de m'appeler directement 4 fois en moins de 2 heures. Je n'ai répondu à aucun. Puis elle m'a envoyé un message que Ramon m'a demandé de ne pas lire, et de conserver comme preuve sans y répondre. Puis elle a essayé d'appeler le téléphone d'Andrés. Andrés m'a montré l'appel entrant sans répondre, et m'a demandé, avec ce calme étrange qu'il avait développé depuis la nuit précédente, ce qu'il devait faire. Je lui ai dit de ne pas répondre pour l'instant, que nous organiserions bientôt un moyen pour qu'ils puissent parler à leur mère de manière calme et ordonnée. Que cela arriverait, mais qu'il fallait d'abord que tout soit en place. Andrés a rangé son téléphone. Il n'a plus posé de questions. Karina n'avait pas encore posé de questions sur sa mère, ou si elle y avait pensé. Elle ne l'avait pas dit à voix haute.
Elle était occupée à explorer le jardin d'Amalia, à découvrir un charroux errant qui avait décidé de s'installer sous la fenêtre arrière, et à négocier avec ma sœur la possibilité de lui donner du lait. Amalia lui a dit oui, avec modération. Et Karina a passé la demi-heure suivante, allongée dans l'herbe, essayant de gagner la confiance d'un chat qui ne la connaissait pas encore, mais qui, avec toute la patience du monde, se laissait aimer. Je la regardais par la fenêtre et je pensais que c'était exactement ce que j'avais besoin de voir. Ma fille dans un nouveau jardin, avec un charroux qu'elle ne connaissait pas. Apprenant que les commencements n'ont pas à être effrayants. Que parfois, la vie vous met dans un endroit différent de ce que vous attendiez. Et il se trouve que cet endroit a de l'herbe verte, et la lumière du matin, et un chat qui finit par se laisser caresser. Mon téléphone a sonné. C'était Ramon. J'ai répondu immédiatement. Il m'a dit qu'il y avait des développements, que le processus avançait, mais qu'il y avait autre chose qu'il devait me dire, quelque chose qui changeait certaines choses d'une manière que je n'avais pas entièrement anticipée. Je me suis préparé à écouter. Ramon parlait toujours avec ce calme d'avocat, de quelqu'un qui en a trop vu pour que quoi que ce soit le trouble vraiment. C'était un calme qui m'avait d'abord un peu frustré les premiers mois, quand je portais tout ce poids et que j'avais besoin de quelqu'un à l'autre bout du fil pour ressentir l'urgence que je ressentais. Mais avec le temps, j'ai appris à l'apprécier, car ce calme signifiait qu'il contrôlait ce qui pouvait être contrôlé, et dans une situation comme la mienne, cela valait plus que toute émotion. Il m'a dit qu'il avait reçu un appel de l'avocat de Gracila ce matin-là, pas de Gracila directement, mais de son avocat. Et cela me disait déjà quelque chose d'important, car cela signifiait qu'elle était toujours en mode stratégique, malgré tout ce qui s'était passé ce jour-là. Elle pensait toujours en termes juridiques. Elle croyait toujours qu'il y avait des actions à entreprendre. L'avocat de Gracila avait appelé pour les informer qu'elle avait l'intention de contester l'ordonnance de garde temporaire que Ramon avait déposée quelques jours auparavant. Il a soutenu que l'ordonnance avait été obtenue unilatéralement, sans notification préalable à la mère, et que le transfert des mineurs vers un autre État sans consentement mutuel constituait une violation de l'accord de coparentalité qui était encore en cours d'établissement formel. En d'autres termes, ils essayaient de présenter mon départ comme un acte illégal, comme si j'étais le problème, comme si j'étais celui qui avait brisé quelque chose. J'ai tout écouté sans interrompre. Quand Ramon a eu terminé, je lui ai demandé directement à quel point cet argument était solide. Il m'a dit que dans des conditions normales, il aurait pu avoir un certain poids, mais dans notre cas spécifique, il y avait 3 éléments qui le neutralisaient complètement. Premièrement, l'ordonnance du tribunal qu'il avait obtenue était légitime, signée par un juge compétent, basée sur des preuves documentées d'instabilité dans l'environnement familial. Elle n'avait pas été obtenue irrégulièrement. Elle avait suivi la procédure correcte. Deuxièmement, le transfert des mineurs était intervenu après la signature du divorce, l'ordonnance étant déjà en vigueur, et non avant. L'ordre chronologique importait, et dans ce cas, il nous favorisait complètement. Et troisièmement, il y avait quelque chose de nouveau que Ramon venait de recevoir ce matin-là, et qui changeait le poids de tout le reste. Il m'a dit que le résultat du test ADN de la clinique privée, celui que Gracila avait arrangé avec Mauricio, avait été demandé comme preuve par son avocat pour tenter de prouver que l'environnement familial était complexe et contesté. Mais en le présentant sans s'en rendre compte, ils avaient introduit dans la procédure légale un document qui confirmait officiellement que Mauricio n'était pas le père de Karina. Ce document, combiné aux résultats que j'avais obtenus de mon propre test plusieurs mois auparavant, a dressé un tableau très clair pour le juge, un tableau qui montrait que j'avais agi avec prévoyance, avec responsabilité, et avec la certitude de la paternité. Alors que l'environnement du côté de la mère était en proie à un litige sur cette même question depuis des mois. En d'autres termes, ils avaient eux-mêmes apporté les preuves qui m'aidaient dans le processus, sans s'en rendre compte. En voulant utiliser quelque chose contre moi. Ils avaient mis sur la table exactement ce dont j'avais besoin. Ramon m'a dit cela de sa voix calme habituelle. Et à la fin, pour la première et unique fois, pendant tous les mois où nous avions travaillé ensemble, j'ai entendu quelque chose comme un sourire à l'autre bout du fil. Il a juste dit, parfois, les gens trébuchent sur eux-mêmes, Horatio, il faut juste être en position de profiter de la chute. J'ai raccroché. Je me suis assis dans la pièce. Amalia m'avait allumé la lumière, le téléphone à la main, et la lumière de l'après-midi entrant par la fenêtre, et j'ai traité tout ce que Ramon m'avait dit avec cette lenteur avec laquelle on traite les bonnes choses. Comme si le cerveau avait besoin de plus de temps pour y croire que pour croire les mauvaises. Mais ce qui est arrivé après cet appel fut quelque chose qui ne venait ni de Ramon,
ni de la procédure légale, ni d'aucune manœuvre stratégique. Cela venait d'un endroit beaucoup plus personnel, et ce fut la chose la plus difficile à gérer pour moi de tout ce qui s'est passé cette semaine-là. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, mon téléphone a vibré avec un message. Ce n'était pas de Gracilla. C'était d'un numéro que j'ai immédiatement reconnu. Bien que je n'ai rien reçu de ce numéro depuis des mois. C'était le numéro de Célia, la mère de Gracilla. Et le message n'était pas long. Il tenait en 3 lignes. Il disait, « Horatio, je sais que tu n'as pas à lire cela, mais je dois te dire que je suis désolé. Je n'aurais pas dû me taire quand je savais que j'avais tort. J'espère que les enfants vont bien. » Je l'ai lu 2 fois, l'ai sauvegardé, et n'ai pas répondu cette nuit-là. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je n'avais pas encore les mots justes, et je préfère ne rien dire que de dire quelque chose qui n'était pas exactement ce que je voulais dire. Célia savait. C'est ce que ce message me disait entre les lignes. Célia avait su, à un moment donné, quelque chose de ce qui se passait avec Gracilla et Mauricio, et avait choisi de se taire. Je ne sais pas depuis quand. Je ne sais pas exactement ce qu'elle savait, mais elle savait. Et le poids de cela l'avait rattrapé ce jour-là, d'une manière qui l'avait poussé à écrire à un ex-gendre à 22 heures pour demander pardon. Je n'ai pas ressenti de colère envers Célia à ce moment-là. Peut-être aurais-je dû. Mais ce que j'ai ressenti, c'était plutôt de la tristesse, car Célia était une femme âgée qui avait vécu toute sa vie en plaçant sa fille au-dessus de tout, même au-dessus de ce qui était juste. Et ce jour-là, elle payait le prix de cette loyauté mal placée. Seule dans un appartement avec une fille brisée, sans les petits-enfants qu'elle avait eus proches toute sa vie, écrivant des messages tard le soir à quelqu'un qui avait toutes les raisons du monde de ne pas lui répondre. Le lendemain, Ramon m'informa d'autre chose. Mauricio avait complètement retiré toute participation à la procédure légale. Son avocat avait notifié que M. Mauricio n'avait aucune intention de réclamer un quelconque lien ou droit sur la mineure, étant donné le résultat du test ADN. Il se désolidarisait de tout, de la procédure de Gracilla, de toute situation connexe, comme quelqu'un qui ferme un dossier et le classe. Comme si 4 ans de relation, et une fille dont il avait revendiqué la paternité avec une telle certitude, pouvaient simplement être rangés dans un dossier, et mis dans un tiroir. Quand Ramon me dit cela, il y eut un silence de mon côté. Ramon attendit, puis je lui demandai à voix basse comment un homme pouvait se désolidariser si facilement de tout cela. Ramon m'a dit quelque chose auquel j'ai pensé pendant des jours. Il a dit que Mauricio n'avait jamais voulu une fille. Mauricio avait voulu gagner. Un résultat ADN positif aurait été une victoire pour lui. Un argument, un morceau de pouvoir sur un échiquier où il avait toujours besoin d'avoir plus que les autres. Mais le résultat négatif l'a libéré de toute responsabilité. Et il l'a utilisé exactement de cette manière, non pas comme une perte, mais comme une sortie. Cela m'en a dit plus sur Mauricio que tout ce qu'on m'avait dit. Et puis j'ai pensé à Gracilla. J'ai pensé à elle, seule dans cet appartement à $1 400 par mois, sans travail, sans Mauricio, sans les enfants, avec sa mère à ses côtés, mais sans la réponse dont elle avait besoin. J'ai pensé à toutes les années que nous avions eues, les bonnes et les mauvaises, la personne qu'elle avait été avant que tout ne tourne mal. Et je me suis permis, pour la première fois depuis le début de tout cela, de ressentir quelque chose qui n'était ni de la colère, ni de la douleur, ni de la détermination stratégique. J'ai ressenti quelque chose de plus proche de la pitié. Pas pour moi, pour elle, pour la façon dont elle avait détruit sa propre vie, croyant qu'elle construisait quelque chose de mieux. Cela ne m'a pas adouci. Cela n'a rien changé. J'avais décidé que mes enfants resteraient avec moi. Le processus légal suivrait son cours. J'allais construire une nouvelle vie que j'avais planifiée pendant 8 mois. Rien de tout cela n'a changé, mais cela m'a permis de fermer quelque chose en moi, quelque chose qui avait besoin d'être fermé pour pouvoir continuer à marcher sans le porter. Cet après-midi-là, Andrés est venu me trouver. Il est venu s'asseoir à côté de moi sur les marches du perron, et m'a dit qu'il voulait parler. J'ai hoché la tête, puis il m'a posé une question qui m'a complètement surpris. Il m'a demandé s'il pourrait un jour revoir sa mère. Non pas avec peur, non pas avec colère, mais avec un calme qu'un garçon de 14 ans ne devrait pas avoir, mais qu'il avait développé d'une manière qui m'a brisé le cœur, et m'a rempli de fierté en même temps. Je lui ai dit oui, absolument, que sa mère l'aimait, que cela ne changeait jamais, et que nous allions trouver un moyen pour qu'ils soient en contact, de manière calme et organisée.
que je ne m'interposerais jamais dans cette relation, que mon problème n'était pas avec lui ni avec Karina, qu'ils avaient le droit d'avoir leur mère dans leur vie, et que c'était sacré pour moi. Andrés m'a écouté, a hoché la tête, puis a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il s'est penché un instant contre mon épaule. Ce contact rapide, bref, que les adolescents utilisent quand ils veulent dire quelque chose qu'ils ne savent pas exprimer avec des mots. Cela a duré 3 secondes. Puis il s'est redressé, s'est levé, et est entré dans la maison comme si de rien n'était. Je suis resté sur les marches, l'après-midi se rafraîchissant autour de moi, avec le son de Karina à l'intérieur, parlant à Amalia du Charroux, et si elle pouvait lui donner un nom, avec le sentiment étrange et nouveau que cela, exactement cela, était le début de quelque chose qui allait bien se passer, pas la fin de quelque chose, le début. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas à propos des plans à long terme. Je ne parle pas de plans d'une semaine ou d'un mois. Je parle de plans qui se construisent sur 8 mois, pièce par pièce, en silence, pendant que la vie continue autour de vous comme si rien ne se passait. Les gens pensent que ces plans sont froids, qu'ils nécessitent d'éteindre les émotions, que la personne qui les exécute doit devenir quelque chose comme une machine pour pouvoir les soutenir si longtemps. Mais ce n'est pas comme ça. Du moins, ce ne fut pas comme ça pour moi. Je n'ai rien éteint. J'ai tout porté. La douleur, la colère, la tristesse, la peur, l'incertitude. J'ai tout porté pendant 8 mois. La différence est que je ne l'ai pas utilisé comme carburant pour exploser. Je l'ai utilisé comme carburant pour construire. Et cette semaine-là, assis dans la ville d'Amalia, mes enfants dormant dans la pièce d'à côté, j'ai commencé à comprendre la différence entre finir quelque chose et le clore. Finir quelque chose est l'acte physique. La signature sur le papier, la valise dans la voiture, l'autoroute la nuit, cela s'était déjà passé, mais le clore était autre chose. Le clore était le processus interne, qui n'a pas de date exacte, ni de moment précis. C'est quelque chose qui arrive juste lentement, comme quand une blessure cesse de faire mal, non pas parce que quelqu'un fait quelque chose, mais parce que le corps décide simplement de guérir. Cette semaine fut la première vraie semaine de la nouvelle vie. Et elle fut plus difficile que je ne l'avais imaginé. Pas pour des raisons dramatiques, mais pour des raisons complètement ordinaires. Parce qu'une nouvelle vie ne commence pas avec une musique de fond et un éclairage parfait. Elle commence avec des choses pratiques et parfois frustrantes. Elle commence par trouver la bonne école pour les enfants, et remplir des formulaires, et expliquer la situation sans entrer dans trop de détails. Elle commence par apprendre où se trouve le supermarché le plus proche, et quel itinéraire prendre pour aller au nouveau travail sans se perdre. Elle commence par Karina qui demande si elle peut emmener son ours en peluche le premier jour d'école, et vous lui dites oui, bien sûr qu'elle peut. Que personne ne dira rien. Elle commence par Andrés qui regarde son téléphone plus que d'habitude, et vous savez qu'il traite des choses qu'il ne sait pas encore comment vous dire, mais qu'il finira par vous dire, parce que c'est ce genre de personne. Elle commence surtout par la routine. Et la routine, après des mois de tension constante, est le plus grand luxe du monde. Ramon m'a appelé 3 jours après l'appel précédent. La procédure légale avançait. Le juge avait examiné la contestation déposée par l'avocat de Gracila, et l'avait rejetée. L'ordonnance de garde temporaire restait en vigueur. Gracila aurait le droit de communiquer avec les enfants par des appels vidéo supervisés, 2 fois par semaine, à des heures fixes. Toute visite en personne devrait être coordonnée à l'avance, et approuvée par le tribunal, pendant que le processus principal poursuivait son cours. Ramon a expliqué que le processus complet pourrait prendre encore 4 à 8 mois, selon le déroulement des audiences, mais que notre position était solide, que les documents étaient en ordre. Que l'historique que j'avais construit pendant ces 8 mois de préparation était exactement le genre de preuve que les juges appréciaient dans les affaires de garde. Je lui ai demandé combien tout cela allait encore me coûter. Il m'a dit d'estimer entre 3800 et 5500 $ de plus, selon que Gracila déciderait de compliquer le processus avec davantage de contestations, ou si nous parvenions finalement à un accord. Je lui ai dit que c'était bon à savoir, que je couvrirais tout ce qui serait nécessaire. Après avoir raccroché, j'ai pensé à ce chiffre, 5500 $. Pour beaucoup de gens, c'est une somme énorme. Pour moi, à ce moment-là, cela représentait presque 2 mois de mon nouveau salaire. Ce n'était pas une petite somme, mais je l'ai mise en perspective par rapport à ce que je protégeais, et cela a immédiatement cessé de me paraître important. Le premier appel vidéo entre les enfants et Gracila a eu lieu 5 jours après notre arrivée.
Ramon avait tout coordonné avec son avocat. L'appel aurait lieu à 18h, durerait 30 minutes, et je serais présent dans la même pièce, mais hors du cadre de la caméra, comme le protocole temporaire l'établissait tant que la procédure était active. Je me suis préparé à ce moment toute la journée, non pas parce que je craignais ce que Gracila pourrait dire, mais parce que je voulais être présent de la bonne manière pour mes enfants. Je voulais qu'ils sentent qu'ils pouvaient parler à leur mère sans tension, sans avoir l'impression de me trahir en l'aimant. À 18h pile, l'appel est arrivé. Andrés a répondu le premier, Karina jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. L'écran montrait le visage de Gracila, et moi, de ma position hors champ, je l'ai vue pour la première fois depuis le jour de la signature du divorce. Elle était différente. Pas d'une manière facile à décrire. Juste différente, comme quelqu'un à qui on avait enlevé quelque chose qu'elle portait depuis longtemps. Même si ce quelque chose était une illusion, je n'ai pas entendu tout ce qu'ils ont dit. Ce n'était pas ma place d'écouter. Je me suis concentré sur le jardin visible par la fenêtre, et j'ai laissé cette conversation être la leur. Mais j'ai entendu Karina rire à un moment donné, un rire court et authentique, à quelque chose que Gracila lui avait dit. Et j'ai entendu Andrés parler, avec cette voix qui sonne parfois plus adulte qu'elle ne le devrait. Et c'était suffisant pour moi. Je n'avais pas besoin de plus. Quand l'appel s'est terminé, Karina est venue vers moi et m'a dit que maman demandait comment j'allais. Je lui ai dit que j'allais bien, de lui dire que j'allais bien. Karina a hoché la tête, avec ce sérieux d'enfant qui comprend plus qu'elle ne dit, et est allée chercher le charroux, qu'elle avait déjà décidé de nommer Naranja, avec une originalité qui lui était propre. Cette nuit-là, après qu'ils se soient tous les deux endormis, je me suis assis dans le jardin d'Amalia avec une tasse de café froid. J'avais oublié de le boire chaud. Le ciel était clair. Il faisait un peu froid, mais pas assez pour rentrer à l'intérieur. Et je me suis permis de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je me suis permis de penser à l'avenir sans que cette pensée ne soit accompagnée de peur, ou de calculs stratégiques. Juste penser, imaginer. J'imagine Andrés, dans quelques années, avec cette intelligence tranquille qu'il a, trouvant sa voie dans quelque chose dont il ne sait pas encore qu'il est passionné. J'imagine Karina grandir, avec cette capacité qu'elle a, de gagner la confiance des choses difficiles, qu'il s'agisse de charroux, de personnes compliquées, ou de situations effrayantes. J'imagine la vie que nous pourrions construire dans cette nouvelle ville, pas parfaite, pas sans difficulté, mais réelle, la nôtre, construite sur quelque chose de solide. Et puis j'ai pensé à tout ce que j'avais dû traverser pour arriver dans ce jardin, avec ce café froid, avec ce ciel clair. J'ai pensé au mardi où j'ai franchi la porte de la cuisine, et entendu la voix de Gracila. J'ai pensé aux nuits passées dans la salle de bain, l'eau coulant. J'ai pensé aux réunions secrètes avec Ramon, à la clinique où je suis allé seul pour faire le test ADN, et où j'ai attendu 10 jours, l'estomac serré. Au mois de parfaite comédie, au matin de la signature, avec une ordonnance du tribunal dans ma poche. À l'autoroute la nuit, avec mes enfants endormis à l'arrière. Et j'ai pensé à quelque chose que Ramon m'avait dit lors de notre première rencontre, alors que j'étais encore aux prémices du plan, et que je ne savais pas encore si j'étais capable de le maintenir. Il m'avait dit que dans les affaires de garde, les juges ne cherchaient pas le père, ou la mère parfaite. Ils cherchent le père ou la mère présent, celui ou celle qui est là, celui ou celle qui prend des décisions, même si elles sont difficiles. Celui ou celle qui fait passer les enfants en premier, même si cela coûte cher dans tous les sens du terme. J'avais fait cela. J'avais fait passer mes enfants en premier pendant 8 mois, alors qu'il aurait été beaucoup plus facile d'exploser, de confronter, d'abandonner, ou simplement d'accepter la défaite qui semblait inévitable. Je les avais fait passer en premier, lorsque j'ai signé ce nouveau contrat de travail en secret. Lorsque j'ai payé la caution de l'appartement avec mes économies. Lorsque j'ai fait le test ADN seul un mardi après-midi, dans une clinique à 2 heures de la maison. Lorsque j'ai maintenu le rôle chaque matin, même si cela m'a coûté plus que quiconque ne le saura jamais. Je les avais fait passer en premier le jour. J'ai ramassé leur sac à dos, et les ai mis dans la voiture, et j'ai roulé sur cette autoroute sans regarder en arrière. Et maintenant, ils dormaient à l'intérieur, en sécurité, avec des couvertures propres, et un charroux dans le jardin, et une tante qui leur préparait le petit déjeuner, et un père qui était assis dehors, avec un café froid, regardant le ciel, et se sentant, pour la première fois depuis longtemps, comme quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait. Pas ce qui était facile, mais ce qui était juste. Je suis entré dans la maison, j'ai lavé la tasse,
éteint la lumière de la cuisine, et suis allé voir les enfants, comme je le faisais chaque soir depuis qu'ils étaient bébés. Andrés était sur le dos, comme toujours. Karina avait son ours en peluche serré contre sa poitrine, et sa bouche légèrement ouverte, respirant ce sommeil profond et paisible que seuls les enfants qui se sentent en sécurité là où ils sont ont. Je suis resté sur le seuil de cette chambre pendant un instant. Je ne pouvais pas le mesurer. Et je savais que ce qui m'attendait n'allait pas être simple. Que le processus légal aurait ses moments difficiles. Que les enfants auraient des jours où leur mère leur manquerait d'une manière que je ne pourrais pas complètement réparer. Que la nouvelle vie exigerait des choses que je ne savais pas encore qu'elle exigerait. Mais je savais aussi autre chose. Je savais que nous avions déjà passé le plus difficile. Pas la paperasse. Pas la procédure légale. Le plus difficile avait été la décision. La décision de ne pas abandonner, quand tout poussait à abandonner. La décision de croire qu'il valait la peine de construire quelque chose de nouveau. Même si le construire a coûté exactement tout ce que cela a coûté. J'ai refermé la porte avec soin et je suis allé dormir. 7 mois se sont écoulés depuis cette nuit. Je me suis assis dans le jardin d'Amalia avec un café froid et j'ai regardé le ciel clair. 7 mois qui semblent à la fois très peu dans une vie. Parce que le temps fait cela quand on construit quelque chose de réel. Il se comprime et s'étend en même temps. Les jours difficiles semblent éternels, et les bons passent trop vite. Mais quand on regarde en arrière, d'où l'on se trouve maintenant, ce que l'on voit n'est pas une suite de souffrances. On voit une distance. Et cette distance, mesurée en tout ce qui a changé, est la preuve que chaque pas en valait la peine. La procédure légale s'est terminée il y a 6 semaines. Le juge m'a accordé la garde principale d'Andrés et de Karina. Gracila a un calendrier de visites établi, avec des dates claires, une communication régulière, un cadre qui permet aux enfants de maintenir leur relation avec elle, sans que cela n'interfère avec la stabilité que nous avons construite ici. Ramon m'a appelé quand le jugement est sorti et me l'a lu en entier. J'ai écouté chaque mot, et quand il a eu terminé, j'ai dit « merci ». Juste ça, merci. Parce qu'aucun autre mot n'aurait été suffisant pour ce que cet homme avait fait pour moi et mes enfants pendant tout ce temps. Le coût final de la procédure a été de 4 900 $, moins que ce que Ramon avait estimé dans le pire des scénarios. Je l'ai payé en 2 versements. La deuxième partie a été payée le jour même. Le jugement est sorti comme une façon de clore ce chapitre complètement et proprement, sans dette en suspens, sans détails laissés en suspens. Tout comme j'avais ouvert cette procédure, je l'ai close. Andrés a eu 15 ans le mois dernier. Nous avons fait un petit dîner pour lui dans le nouvel appartement qui ne semble plus nouveau, mais le nôtre, avec Amalia et 2 amis qu'il s'était fait à l'école ces derniers mois. Il a fait ce geste d'adolescent, faisant semblant que les célébrations ne l'intéressaient pas. Mais à un moment donné de la nuit, il a oublié de faire semblant et a ri pour de vrai, d'un rire qui a rempli la pièce. Je l'ai regardé à ce moment-là et j'ai pensé qu'il allait bien. Pas parfaitement bien, car aucun enfant qui traverse ce qu'il a traversé ne va parfaitement bien du jour au lendemain, mais il allait bien de la manière qui compte, les pieds sur terre, entouré de gens qu'il aimait, avec un avenir dont il ne sait pas encore exactement quelle forme il prendra. Mais qu'il sent possible. Karina, quant à elle, est devenue la personne la plus populaire de sa classe en moins de 2 mois. Je n'ai pas été surpris. Elle a toujours eu ce don, la capacité d'entrer dans un nouvel endroit, et de trouver immédiatement la personne qui a le plus besoin d'être trouvée, et de devenir son amie. Son professeur m'a dit lors de la première réunion parents-professeurs que Karina était une enfant avec une intelligence émotionnelle rare pour son âge. Je lui ai dit oui, que je l'avais remarqué aussi. Et j'ai ressenti cette fierté particulière que l'on ressent quand quelqu'un de l'extérieur confirme quelque chose que l'on savait déjà de ses enfants, mais c'est différent de l'entendre dit par quelqu'un d'autre. Le charroux, qui a fini par être nommé Naranja, avec toute la logique du monde selon Karina, s'est finalement installé définitivement dans le jardin d'Amalia. Elle lui a acheté une gamelle, une petite couverture, et lui a mis une petite maison sous la fenêtre. Naranja accepte tout, avec cette dignité tranquille des chats qui savent exactement ce qu'ils valent, et n'ont pas besoin de le prouver. Karina lui rend visite tous les jours après l'école. Cela fait partie de la routine maintenant. Et la routine, comme je l'ai appris ce premier mois, est la chose la plus proche de la paix qui existe dans la vraie vie. Le nouveau travail s'est avéré meilleur que je ne l'espérais. Non seulement à cause du salaire, même si le salaire aide, mais à cause de l'environnement, des gens, du sentiment d'arriver dans un endroit où personne ne sait qui était Horatio avant,
et où vous pouvez simplement être qui vous êtes maintenant. Il y a quelque chose de libérateur là-dedans, que je n'avais pas entièrement anticipé. L'anonymat d'un nouveau départ. La possibilité de se présenter au monde sans le poids de tout ce que le monde précédent savait de vous. Mon patron m'a dit il y a 3 semaines qu'il envisageait de me proposer un poste de superviseur dans le domaine technique, une augmentation de $600 par mois, et plus de responsabilités. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Et en y réfléchissant, j'ai réalisé que je le faisais en tant que quelqu'un qui a des options, en tant que quelqu'un qui peut évaluer une proposition depuis une position de stabilité, et non depuis le désespoir de quelqu'un qui a besoin de s'accrocher à ce qui est là. Cette seule pensée, la confirmation que j'avais atteint cet endroit, était une réponse suffisante. Je lui ai dit oui. Gracila et moi n'avons pas parlé directement depuis le jour de la signature du divorce. Toute communication s'est faite par les canaux établis par le processus légal. Non pas par haine, mais par la nécessité de maintenir des limites claires pendant que tout se stabilisait. Mais je connais des choses sur sa situation par Célia, qui a finalement répondu au message que je lui avais envoyé quelques semaines après avoir reçu le sien. Je lui ai dit que je n'avais pas de rancune, que ce qui s'était passé était passé, et que la seule chose qui m'importait était que mes enfants aillent bien. Célia a répondu par un long message que je ne répéterai pas en entier, mais dans lequel il y avait une honnêteté que je n'attendais pas, et que j'ai fini par apprécier plus que je ne l'aurais cru. Je sais que Gracila a dû quitter l'appartement à $1 400 par mois, et emménager temporairement chez sa mère. Je sais qu'elle cherche un nouveau travail. Je sais que le processus de reconstruction de ce qu'elle a défait lui prendra du temps. Je n'y pense pas avec satisfaction. J'y pense avec la distance que le temps donne quand on n'est plus au centre du feu. J'y pense comme quelqu'un qui observe les conséquences naturelles des décisions, sans avoir besoin de les célébrer ou de les déplorer. Les conséquences sont simplement ce qu'elles sont. Mauricio a complètement disparu du tableau. Ni Gracila, ni personne de ce cercle ne l'a mentionné à nouveau de manière pertinente. C'est comme s'il n'avait jamais existé dans cette histoire, ce qui, si l'on y pense, dit absolument tout sur le type de personne qu'il était. Les gens qui sont vraiment dans votre vie ne disparaissent pas quand les choses se compliquent. Les gens qui n'étaient là que pour ce qu'ils pouvaient gagner disparaissent dès que la balance tourne au négatif. Mauricio a disparu en moins d'une journée. Je pense beaucoup à ces 8 mois maintenant qu'ils sont terminés, non pas avec nostalgie ou amertume. J'y pense comme on pense à un entraînement difficile après l'avoir terminé, avec la conscience que c'était nécessaire, avec la reconnaissance que l'on ne savait pas que l'on pouvait endurer tant de choses avant d'y être obligé. Avec l'étrange gratitude que l'on ressent parfois envers les situations qui vous forcent à découvrir de quoi vous êtes fait. J'ai découvert que j'étais fait de plus que ce que je pensais. Que je peux porter plus de poids que je ne le pensais sans me briser. Que je peux agir avec intelligence quand la douleur pousse à une réaction impulsive. Que je peux planifier en silence pendant des mois sans que personne ne le voie. Que je peux être l'homme dont mes enfants ont besoin, même quand j'ai l'impression de n'avoir plus rien. Je ne savais pas cela avant ce mardi. Ce maudit mardi, où j'ai franchi la porte de la cuisine, et tout entendu. Ce mardi qui a détruit une vie, et m'a involontairement forcé à en construire une meilleure. Il y a des nuits où les enfants sont déjà endormis, et je reste un moment dans le jardin du nouvel appartement. Pas celui d'Amalia, le nôtre, petit, avec 3 plantes en pot que Karina a choisies au marché, et qu'elle arrose avec une responsabilité que personne ne lui a demandé, mais qu'elle a assumée comme la sienne. Je m'assois sur les marches et je bois le café que cette fois je bois chaud. Et je ne pense pas à Gracila. Je ne pense pas à Mauricio. Je ne pense pas à la clinique, ni à l'ADN, ni au papier du divorce, ni à rien de ce qui était. Je pense à demain, au petit déjeuner que je vais préparer, à savoir si Andrés voudra que je l'emmène à l'école, ou s'il préférera y aller avec ses amis, à savoir si Karina se souviendra d'apporter le devoir de science qu'elle a laissé sur la table. À de petites choses ordinaires, que j'aurais auparavant considérées comme trop simples pour remplir une pensée, et que je reconnais maintenant comme ce qu'elles sont vraiment. La preuve d'une vie qui fonctionne, la preuve que je suis arrivé de l'autre côté. Parfois, je pense à tout ce que j'ai perdu. La maison, les années, la version de l'avenir que je pensais avoir. Et ce serait un mensonge de dire que ça ne fait toujours pas mal quelque part. Ça fait mal. Bien sûr, ça fait mal, mais c'est une douleur différente d'avant. Ce n'est plus la douleur de quelqu'un au milieu de la tempête. C'est la douleur de quelqu'un qui l'a déjà traversée, et regarde en arrière depuis un sol solide. Cette douleur ne paralyse pas.
Cette douleur enseigne. Et ce que tout cela m'a le plus appris, ce que j'emporte comme la leçon la plus importante de mes 46 ans, et de tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, est quelque chose de très simple, que la vengeance la plus puissante n'a rien à voir avec le fait de détruire l'autre. Elle a à voir avec le fait de se construire si bien, si solidement, si paisiblement, que la destruction de l'autre devient insignifiante, que vous n'avez pas besoin de les voir tomber, parce que vous êtes trop occupé à vous élever. Que la meilleure réponse à quelqu'un qui vous a sous-estimé n'est pas de lui prouver quoi que ce soit. C'est simplement de bien vivre, de vivre avec ses enfants, de vivre avec dignité, de vivre en paix. C'est ce que je fais chaque matin quand je me lève dans cette nouvelle ville, dans cet appartement qui est le nôtre, avec Naranja qui miaule dans le jardin, et Karina déjà éveillée avant tout le monde, et Andrés qui doit être appelé 3 fois avant d'ouvrir les yeux. C'est ce que je fais. Je me lève, prépare le café, les appelle, et nous commençons la journée sans ressentiment, sans attente, sans regarder en arrière plus que nécessaire. Seulement en avant. Toujours en avant.